Alors en 1895, en Algérie, il y a un nouveau gouverneur général qui s'appelait Jules Combon. Il a tenu compte des traumatismes provoqués par la conquête, qui laissaient des traces même un demi-siècle après, et il a tiré les leçons de la vanité de la politique assimilationniste de la Troisième République, et il a opté pour une politique dite des égards vis-à-vis de l'islam. Donc il a multiplié les gestes, parmi lesquels la création, à son instigation, du comité pour une mosquée à Paris. Donc 1895, l'année de son arrivée. Et il a expliqué qu'ouvrir une mosquée à Paris allait améliorer l'image de la France auprès des indigènes qui étaient traumatisés par les souvenirs de la conquête. Et l'autre initiative, c'était la création d'une commission chargée de publier des livres sur l'islam. Et c'est le directeur des affaires indigènes, l'arabisant, berbérisant, Dominique Luciani, qui était chargé de cette commission. Et elle a choisi des livres destinés à l'éducation musulmane, notamment aux élèves des médersa, qui étaient très peu nombreux, parce que les familles, surtout de l'Est algérien, choisissaient la zitouna, et ceux de l'Ouest préféraient la karawine. Et la direction des affaires indigènes voulait améliorer l'attractivité des médersa, et donc développer des programmes qui puissent tenir la route dans la comparaison avec la Qarawiyyin, qui est la plus vieille université du monde, et la Zitouna, et certains pouvaient aller jusqu'à l'Azhar. Et cette commission, dans laquelle Luciani se faisait aider par des anciens élèves des médersa, parmi lesquels le cheikh Saïd ibn Zakri, a choisi de rééditer les ouvrages du cheikh Snoussi, à ne pas confondre avec le fondateur de la tariqa de Mostaganem du XIXe siècle. Le cheikh Snoussi, il a vécu pendant tout le XVe siècle, donc une génération après la mort d'Ibn Khaldoun, qui a dit dans la science du kalam, il n'y a rien à ajouter. C'était un peu comme Malik Ben Nabi qui dit que le problème du monde musulman n'est pas d'ordre théologique, il est d'ordre sociologique. C'est la relation des musulmans à leurs croyances et les conséquences de ce lien dans la vie sociale, dans la vie de la cité. Mais le cheikh Snoussi a apporté un début de démenti à la sentence d'Ibn Khaldoun, où il a relancé les études qui relèvent à la fois des professions de foi, les aqaïd, et du kalam. Le kalam qui est interdit par le théologien hanbalite, parce que c'était des spéculations d'ordre philosophique. Il considérait qu'il fallait avoir une foi solide, confirmée par une réflexion, mais qu'il ne fallait pas ratiociner indéfiniment pour répondre aux gens qui contestent l'orthodoxie. Or, le cheikh Snoussi a commencé par écrire ce qu'on appelle la Kubra. Dans la tradition littéraire arabe, on commençait par écrire un très grand traité, mais qui est adressé au khassa, à une élite intellectuelle. Les élites politiques se désintéressaient de la théologie, de la philosophie, ils s'occupaient du pouvoir. Ibn Khaldoun disait les pouvoirs musulmans servent leur entourage beaucoup plus que leur peuple. Déjà, il y avait un divorce entre le peuple et les dirigeants. Et il a vu que la Kubra était trop longue, il l'a résumée par la Wusta, la moyenne. Et après, il a résumé la Wusta par la Soghra.
Et il a résumé encore la Sohra par la Sohra. Et la Sohra, qui s'appelle al-Barahin, c'est-à-dire la mère des preuves, a eu un succès mondial. Et jusqu'au XXe siècle. On trouve dans la Revue du Monde musulman en 1910 une note qui signale que la Sohra, la Aqidah Sunusiya, était enseignée à Pékin, dans un institut de musulmans chinois. Et elle avait été traduite en malais, la langue de Malaisie. Et elle avait été traduite en peul, au Mali. Et donc c'était vraiment un modèle où il y avait un renouvellement de l'ash'arisme tel qu'il a été fixé par Ash'ari lui-même et puis surtout par Abu Bakr al-Baqillani, donc au XIe siècle. Et le Cheikh Sunusi a montré qu'on peut avoir des formulations beaucoup plus séduisantes, beaucoup plus à caractère pédagogique, pour toucher le maximum de fidèles, pas seulement les grands ulama. Et lui, il a dit, on peut résumer tout le credo musulman commenté par un commentaire de la Fatiha. Si on commente tous les versets de la brève liminaire, on a toute la théologie. Et il a réussi donc ce pari où on a toutes les idées principales concernant l'essence divine et les attributs de Dieu, ذاته واحدة وصفاته متعددة. Et alors évidemment, Luciani avait une raison majeure de choisir ce texte parce qu'il n'est pas question de djihad. Alors que dans tous les traités de théologie, vous avez un chapitre djihad sur l'imama, le calife, qui a comme prérogative de déclarer le djihad. Or, la hantise de tous les arabisants d'Algérie, de l'administration des affaires indigènes, c'était d'éviter d'enseigner les traités qui parlent de djihad. Et donc, il y avait un budget pour traduire la Sohra, traduire et puis l'éditer, l'édition bilingue, il y avait une volonté de favoriser le bilinguisme. On avait une double page, une en arabe et une en français. Et ensuite, il est passé à la fin de l'œuvre de Cheikh Sunusi, c'est les prolégomènes, c'est les muqaddimat, c'est-à-dire le soubassement théorique et théologique de toute sa réflexion, qui a été édité dans les deux langues. Et c'est un véritable ouvrage de kalam, parce qu'il y a toutes les références philosophiques là, sur le nécessaire, l'impossible, le probable, un peu la manière du livre de l'imam al-Haramain al-Juwayni, l'Irshad, qui a été publié et traduit aussi par Luciani. C'est la même commission qui a choisi ces textes. Et ensuite, il a publié le commentaire de Laqani, dans ce qu'on appelait le Jawhara, qui est une urjuza. C'est des vers mirlitants qui résument le commentaire de al-Barahi. Et donc, ça a duré plusieurs années où Luciani se faisait aider par les anciens élèves de Médersa, dont certains deviendront profs de Médersa. Le Cheikh Saïd Ben Zekri est devenu le premier directeur musulman de la Médersa par la suite. Et donc c'est un épisode qui rappelle, dans l'étude permet de rappeler le grand intérêt qu'a eu la France coloniale pour l'éducation musulmane. Et ça mérite d'être étudié maintenant pour permettre des comparaisons avec ce que la République n'a pas fait pour ses citoyens à part entière musulmans
donc plusieurs décennies après la décolonisation. On n'a pas l'équivalent de ce que la commission Luciani a fait pour promouvoir les études musulmanes, les études arabes, qui ont pris fin après la Première Guerre mondiale. Augustin Berg, qui était administrateur de communes mixtes et recruté par Luciani, a dit, après le départ de Luciani, nous avons rompu avec une politique arabe et l'arabe classique n'était pas favorisé. Il a dit, nous avons opté pour une politique berbère. Et c'est ce qui a été à l'origine de la réaction des ulama qui se sont mis à ouvrir des écoles privées pour enseigner l'arabe classique et réhabiliter le patrimoine malikite andalou. Toute l'œuvre, les livres qui ont été, les manuscrits étudiés puis imprimés par Ben Badis, les ouvrages comme le Madkhal d'Ibn al-Hajj, c'était un manuscrit qui a été étudié par le Cheikh Ibrahimi, Ibn Marzouk. Les ulama ont réhabilité le patrimoine malikite andalou qui n'était même pas étudié par les grands orientalistes spécialistes de l'Andalousie comme Lévi-Provençal, qui étaient intéressés surtout par l'histoire politique. Donc voilà un épisode qui nous permet de comparer avec les échecs à répétition des projets d'institut proposés par Jacques Berck, Harkoun et Merad pour promouvoir une éducation musulmane sur des bases solides. Il y a eu presque une dizaine de tentatives qui ont été mises en échec systématiquement. Et donc si on veut vraiment une mise au point définitive des relations de la France avec ses musulmans, on a un point de repère, c'est d'essayer de s'inspirer de ce qu'a fait ce grand arabisant qui était Dominique Luciani, qui était un colonial, mais qui considérait que la pérennité de la France en Algérie ne pouvait pas se passer des études islamiques. Et c'était dans la conformité aux recommandations de Tocqueville, dans son rapport de 1847, qui avait consulté Ismaël Urbain. Tocqueville a rencontré les généraux qui voulaient exterminer les musulmans, brûler le Coran, qui est à l'origine du djihad. Et dans son rapport, il a dit que ce serait une très grave erreur de le faire, parce qu'aucune religion ne peut se passer de ses interprètes réguliers, et il faut continuer à former des cadres religieux, et ça a été suivi moins d'un an et demi après par l'ouverture des 3 médersas d'État. Et donc c'est pour rendre plus attractives ces médersas pour les familles musulmanes qui continuent à préférer la zitouna et la kharouine, que Comban a eu cette politique mise en œuvre par Luciani. Ça a été continué par Jonard sous une autre forme, mais puis après, ça a été abandonné et c'était une manière de préparer l'insurrection de novembre 1954, quand on avait renoncé aux égards vis-à-vis de l'islam.